Ravi de vous retrouver pour le rendez-vous de la rétrospective de l'actualité environnementale. Voici les titres. Le barrage de Nangweto a cédé depuis quelques jours suite aux fortes précipitations. Les villages environnants lancent un cri de cœur au pouvoir public pour plus de moyens. En Tanzanie, près de 5 millions de pelléas sont tués, a déclaré l'organisme national de surveillance des plantes et des pesticides. Les autorités affirment que ces oiseaux détruisent les cultures en Afrique. Enfin, l'Afghanistan est frappé par un séisme ravageur. Les bilans sont lourds. Les opérations de sauvetage se poursuivent dans le pays. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Depuis quelques jours, les villages environnants du barrage de Nangweto au Togo et au Bénin sont confrontés aux inondations. Les fortes précipitations ont entraîné le débordement du barrage. Les populations lancent un appel de secours au pouvoir public pour leur venir en aide. Le constat avec Irène Papadina. Le Togo et le Bénin se partagent le fort potentiel du fleuve Mono avec l'une des réalisations phares communes, le barrage hydroélectrique de Nangweto en charge de fournir du courant aux deux pays voisins. Depuis quelques années déjà, les populations riveraines du fleuve sont touchées par de violentes inondations. Plusieurs récoltes des agriculteurs ont été dévastées par les eaux. De part et d'autre du fleuve, les populations riveraines appellent les pouvoirs publics des deux pays de trouver des solutions idoines pour limiter les dégâts des inondations sur leurs cultures et infrastructures socio-communautaires. Du côté du Bénin, les communes d'Atiémé, Dogbo et Grand Popo sont les plus touchées par ces inondations. Et les populations riveraines imputent la responsabilité au barrage de Nangweto. Selon Kokou Saturin Donsou, maire de la commune d'Atiémé, il urge de multiplier des plaidoyers concrets auprès de ces deux États pour des rénovations au niveau du barrage afin que la capacité de rétention d'eau soit élargie. Outre la production de l'électricité, il y a aussi les activités agricoles et de pêche qui sont menées au niveau du barrage. Mais les inondations récurrentes sapent tous les efforts des riverains. Le directeur de la centrale de Nangweto, Pascal Kpangan, a rappelé que dans ces zones, il existe 5 cours d'eau dont Amou, Kra, Asrama, Klikan et Lalougan. Ce qui fait que lorsqu'il pleut, ces fleuves se remplissent, donc rien ne peut se faire. Face à cette situation, l'urgence est de réfléchir aux solutions durables pour apaiser les cœurs des populations victimes. Une concertation régionale serait même déjà en préparation sur le sujet afin de réfléchir aux moyens à court, moyen et long terme. Le gouvernement du Ghana lance un plan d'investissement de 550 milliards de dollars en faveur de la transition énergétique. Le pays vise à travers ce plan la neutralité carbone d'ici 2060. L'électricité et la mobilité sont notamment les secteurs ciblés. Alexandra Adekami. Alors que le Ghana est plongé dans une crise économique depuis la cessation de paiement d'une partie de sa dette en fin 2022, le président Nana Addo Dankwa Akufo-Addo annonce un plan d'investissement en faveur de la transition énergétique. Ce plan a été présenté à la communauté internationale lors du Global Africa Business Initiative, un événement organisé en marge de la 78e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies ONU à New York aux États-Unis. L'objectif est d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2060. Dans le cadre du précédent plan, ce pays d'Afrique de l'Ouest visait un développement à zéro émission nette à l'horizon 2070. Pour l'organisation internationale Sustainable Energy for All, ce nouveau projet montre que le Ghana a revu ses ambitions à la hausse. Alors, au cours des prochaines années, Accra compte mobiliser 550 milliards de dollars avec le concours de la communauté internationale pour le déploiement de solutions à faible teneur en carbone dans les secteurs clés de son économie, notamment le pétrole, le gaz, l'industrie, les transports, la cuisine et l'électricité. Actuellement, le Ghana affiche une capacité électrique installée de 5300 MW, dont plus de 3000 MW issus de sources fossiles, notamment le gaz et le pétrole, selon Power Africa. À
En matière de cuisson propre, tout reste à faire puisque 70% de la population cuisine toujours au feu de bois et autres solutions polluantes selon la Banque mondiale. Les financements mobilisés permettront la distribution de fourneaux écologiques, les énergies renouvelables, de l'hydrogène en faible teneur en carbone et la mobilité électrique. D'après les estimations du gouvernement ghanéen, ces secteurs devraient couvrir les 90% de la réduction des émissions visées d'ici à 2060. Dans la même période, au moins 400 000 emplois pourraient être créés dans les secteurs en lien avec la transition énergétique. La Côte d'Ivoire a bénéficié d'un investissement de 11,5 milliards de francs CFA pour soutenir des projets d'efficacité énergétique et énergie renouvelable. L'initiative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le pays pour atteindre ses objectifs en matière de développement durable et de lutte contre les changements climatiques. Les explications de Léon Sano. La Côte d'Ivoire a annoncé un investissement de 11,5 milliards de francs CFA pour soutenir des projets d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable. Cette initiative vise à favoriser la transition énergétique et à réduire la dépendance du pays aux sources d'énergie non renouvelables. L'initiative s'inscrit aussi dans le cadre des efforts déployés par la Côte d'Ivoire pour atteindre ses objectifs de développement durable et de lutter contre le changement climatique. Ce financement a été mis à la disposition de 2 banques partenaires, à savoir la Société Générale et la NCA, par l'Agence française de développement AFD. L'objectif du programme est de réduire la consommation d'énergie des entreprises et des particuliers dénommé Sustainable Use of Natural Resources and Energy Finance, SUNREF, à travers le développement des énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire et éolienne. Selon Bruce Jérémy Quadio, économiste, c'est une opportunité qui permettra à la Côte d'Ivoire de pouvoir continuer de développer les approches de réduction de la dépendance aux énergies. Il affirme aussi que la Côte d'Ivoire dispose de plusieurs ressources qui permettent de mettre en œuvre cette transition énergétique, en l'instar des déchets agricoles qui peuvent être utilisés dans le cadre de la production d'énergie renouvelable. Il est à savoir qu'une partie de l'investissement sera consacrée à la mise en place du système d'éclairage économe en énergie dans les bâtiments, la promotion de l'utilisation de l'énergie solaire dans les industries et la sensibilisation des citoyens aux gestes éco-responsables. À côté de cela, le potentiel est énorme en Côte d'Ivoire. Les défis au niveau de l'efficacité énergétique résident dans la réalisation d'audits énergétiques pour réduire et amener la plupart des entreprises consommatrices à réduire la consommation tant en pétrole, en gaz qu'en électricité, a déclaré Bruce Jérémy Quadio. Précisons que les engagements à la COP 21, intitulés Contributions prévues déterminées au niveau national, ont pour but de réduire de 28% les émissions de gaz à effet de serre entre 2014 et 2030. C'est dans ce contexte qu'intervient le programme de finances vertes SUNREF Côte d'Ivoire qui vise à promouvoir les investissements du secteur privé en faveur de la transition énergétique ivoirienne. Le Royaume du Maroc soutient fortement l'initiative d'Abidjan lancée depuis 2022. Ce projet, évalué à 1,5 milliard de dollars, a pour objectif de créer les conditions d'une durabilité environnementale. Irène Papadina pour plus de précisions. La déforestation atteint une proportion très élevée en Côte d'Ivoire. L'Organisation des Nations Unies parle de 60% de terres dégradées, un chiffre qui évolue au fil du temps. Conscient des risques environnementaux que cela représente, le gouvernement ivoirien a lancé l'initiative d'Abidjan, un programme qui a pour objectif de créer les conditions d'une durabilité environnementale avec une agriculture plus mécanisée et moderne. Selon le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, ce programme dont la vocation est de permettre au pays d'intégrer dans ses stratégies de développement les approches de gestion durable des sols et de restauration des écosystèmes forestiers dégradés, nécessitera pour sa mise en œuvre la mobilisation de 1,5 milliard de dollars au cours des 5 prochaines années. L'initiative d'Abidjan a reçu le soutien des pays tels que le Maroc. Le royaume chérifien s'est engagé à accompagner techniquement et financièrement ce programme et d'y apporter son expertise.
Selon les autorités ivoiriennes, cette initiative s'articule autour de 4 composantes que sont la lutte contre la déforestation et l'engagement pour la restauration des forêts, l'amélioration de la productivité agricole, l'intégration des filières agricoles dans des chaînes de valeur mondiales plus durables et l'identification des chaînes de valeur du futur qui résisteront au changement climatique et qui seront respectueuses des sols. En Tanzanie, l'organisme national de surveillance des plantes et des pesticides a déclaré avoir exterminé près de 5 millions de quelea. Ce sont des oiseaux à bec rouge qui menacent les cultures dans le pays selon les autorités tanzaniennes. Suivant. En seulement une semaine, 5 millions au total de quelea, des petits oiseaux à bec rouge, ont été anéantis en Tanzanie pour protéger des rizières, a claironné l'organisme national de surveillance des plantes et des pesticides. Les quelea, encore appelés travailleurs à bec rouge, se déplacent en larges groupes et font des ravages sur les cultures en Afrique. Les invasions se produisent généralement au début de la saison sèche en septembre et octobre. Selon l'autorité tanzanienne de la protection des végétaux et des pesticides, ces oiseaux qui se trouvaient dans la région de Mangara, dans le nord du pays, menaçaient de plus de 400 hectares de culture commerciale. Joseph Ndunguru, directeur général de la protection des végétaux et des pesticides, a indiqué que l'agence avait ciblé les nuées avec les pulvérisations aériennes, avec notamment des drones sur une période de 4 jours, les tuant avant qu'ils n'endommagent les rizières du nord de la Tanzanie. En 2013, l'Ouganda avait aussi exterminé 1,8 million de quelea pour protéger des rizières, ce qui avait provoqué l'ire des défenseurs de l'environnement. L'autorité tanzanienne de la protection des végétaux et des pesticides affirme que ces oiseaux sont capables de détruire plus de 50 tonnes de cultures vivrières en une seule journée. La ville de Herat, dans le nord-ouest de l'Afghanistan, est frappée par un séisme dévastateur de magnitude 6,3 mardi dernier. Le bilan est lourd, on compte plus de 2000 morts, 9000 blessés et 13 000 habitats endommagés. Les sauveteurs sont à pied d'œuvre dans l'espoir de retrouver d'autres survivants. Le constat dans ce reportage signé Vivas Amana. 2300 morts, 9240 blessés et 1329 maisons détruites ou endommagées, c'est le lourd bilan dressé par le gouvernement taliban à l'issue de la série de tremblements de terre qui a frappé l'ouest de l'Afghanistan ce week-end dernier. La ville de Herat, principalement touchée par ce séisme de magnitude de 6,3 sur l'échelle de Richter, ressemble désormais à un champ de ruines. Des centaines de maisons sont réduites en poussière. Pendant ce temps, les sauveteurs s'activent toujours pour retrouver des victimes, particulièrement des survivants. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, plus de 600 maisons ont été détruites ou partiellement endommagées dans une dizaine de villages de la province d'Herat à l'ouest de l'Afghanistan. Au total, 4200 personnes ont été affectées. Les habitants des zones affirment que les maisons se sont effondrées sur des familles dont ils n'ont aucune nouvelle pour l'instant. Aucune aide n'a été pour le moment accordée aux victimes. L'OMS avertit que le nombre de victimes devrait augmenter au fur et à mesure que les opérations de recherche et de secours se poursuivent. La ville d'Herat, considérée comme la capitale culturelle de l'Afghanistan, est assez frappée par des catastrophes naturelles, notamment les séismes et les sécheresses, ce qui affecte la production agricole qui est en proie à de fortes difficultés. Déjà en juin 2022, un séisme de magnitude 5,9 avait déjà frappé l'Afghanistan. Un autre tremblement de terre a touché le Pakistan voisin et ce pays d'Asie centrale en mars dernier, faisant toujours des victimes. Depuis 6 ans, les catastrophes météorologiques ont causé le déplacement de plus de 43 millions d'enfants dans les pays, notamment la Chine et les Philippines, a alerté l'UNICEF. Dans son rapport publié le 6 octobre dernier, 95% de ces déplacements d'enfants s'expliquent par des inondations et des tempêtes. Le point avec Léon Sab. L'UNICEF, dans un rapport publié le vendredi dernier, a dressé une première analyse mondiale liée au nombre d'enfants et a été contraint de quitter leur foyer entre 2016 et 2021 en raison d'inondations et tempêtes représentant à elles seules 95% de ces déplacements. D'autres facteurs comme la sécheresse et les feux de forêt ont quant à eux
provoquaient respectivement 1,3 million et 81 000 déplacements internes, dont plus d'un tiers en 2020. Au total, 44 pays sont concernés, mais la Chine et les Philippines sont les pays ayant enregistré le plus grand nombre de déplacements en raison de leur exposition à des conditions extrêmes météorologiques et au fort taux de leur population infantile. L'Organisation des Nations Unies pour l'enfance précise que les enfants vivant dans de petits États insulaires tels que la Dominique et le Vanuatu ont le plus été touchés par les tempêtes, tandis que ceux de la Somalie et du Soudan du Sud sont plus touchés par les inondations. Par ailleurs, le rapport dévoile aussi que le Canada, l'Israël et les États-Unis constituent les pays ayant enregistré le plus grand nombre à la suite d'incendies. Rappelons que ces changements climatiques ont occasionné 244 millions d'élèves privés d'écoles dans le monde. La directrice de l'UNICEF, Catherine Russell, estime que si l'on dispose des outils et des connaissances nécessaires pour répondre à ce défi croissant, le processus sera plus lent. Une estimation de l'organisation révèle que ces catastrophes pourraient engendrer plus de 113,5 millions de déplacements infantiles au cours des 30 prochaines années. Elle craint aussi que ces projections qu'elle juge déjà inquiétantes se révèlent plus élevées. L'agence onusienne, face à ce terrible constat, appelle les gouvernements, les partenaires du développement et le secteur privé à prendre des mesures urgentes pour protéger les jeunes et les enfants qui risquent d'être déplacés. Elle recommande d'adapter les services de l'éducation, de la santé, de la nutrition et de la protection sociale de l'enfance aux chocs transférables et inclusifs. Elle plaide aussi la priorisation des enfants et des jeunes dans les plans d'action et de financement relatifs aux catastrophes naturelles et au réchauffement climatique. Une nouvelle unité de tri et de valorisation des vieux matelas a vu le jour en France. Inauguré par le groupe coopératif et le groupe Veolia, ce site révalorise des vieux matelas et utilise leurs composants pour fabriquer de nouveaux matelas et d'autres biens. Les images. Environ 5 millions de matelas usagés sont jetés chaque année en France. Auparavant enfouis, ces vieux matelas sont aujourd'hui révalorisés. Leurs composants servent à fabriquer de nouveaux matelas, des panneaux isolants ou des vêtements pour aires de jeu. Une nouvelle unité de tri et de valorisation des matelas vient d'entrer en service à la Mézières près de Rennes. Elle est inaugurée par le groupe coopératif, acteur depuis plus de 30 ans dans l'économie circulaire et sociale en Bretagne, en partenariat avec l'éco-organisme Ecomaison et le groupe Veolia. C'est un site de 7e du genre en France qui reçoit chaque jour des centaines de matelas usagés venus de toute la Bretagne. Depuis 2013, l'instauration d'une éco-participation sur les produits d'ameublement, les choses ont bien changé avec l'émergence d'une vraie filière qui recycle et valorise aujourd'hui 97 des composants d'un matelas usagé. Les 3% restants sont des matelas qui sont trop souillés ou alors des vieux matelas à l'ancienne en laine ou en crin de cheval, a souligné Ludovic Blot, directeur général des ressources T. De l'ordre de 150 000 par an, soit 2000 tonnes, et on compte monter en puissance pour atteindre les 300 000 matelas par an, a-t-il précisé. Fonctionnant comme une usine de fabrication, le site de la Mézières sert aussi de laboratoire pour les équipes. Dans un petit coin du vaste atelier, des coussins en fibre de polyester ont été produits à partir de vieux coussins. On va poursuivre la demande sur de la décoration textile comme les tapis ou les rideaux, car nous sommes désormais dans une ère où rien ne se perd et tout se transforme, a déclaré Dominique Mignon, présidente d'Ecomaison. La durée de vie d'un matelas est comprise entre 5 et 10 ans en moyenne, soit entre 1825 et 3650 nuits. Aux États-Unis, les animaux jouent aussi un rôle dans la lutte contre les incendies. Les chèvres sont mises en libre circulation dans le Golden State pour brouter les herbes sèches, ceci pour réduire les risques des incendies. Vivas Amana nous en dit plus. La Californie renoue avec des moyens ancestraux pour faire face à certains défis environnementaux d'actualité. Ainsi, les chèvres sont laissées en liberté pour circuler dans le Golden State pour brouter les herbes sèches.
Cette initiative est une méthode écologique et économique qui vise à réduire les risques d'incendie dans cet état de l'ouest des États-Unis. La ville de Reading, avec ses 180 000 habitants, est l'une des principales initiatrices de cette méthode dénommée Ghost Strike Force, c'est-à-dire Force spéciale Caprine. Une force spéciale qui patrouille librement dans les espaces verts de la Californie qui compte des grandes villes comme Los Angeles, San Francisco ou encore Sacramento. Cette méthode réjouit les éleveurs de la région à l'instar de Michel Choix qui loue ses chèvres à des municipalités, des écoles et des particuliers pour débroussailler leurs terrains difficiles d'accès. Avec son entreprise qui possède 700 chèvres, il a dû agrandir son troupeau pour répondre à la demande. Karen Longboch, professeure d'écologie à l'université d'Idaho, déclare que ces animaux sont particulièrement utiles dans des endroits comme la Californie et la Méditerranée car elles sont adaptées pour s'attaquer aux arbustes. Elle ajoute que les chèvres peuvent aussi manger des plantes vénéneuses et les tiges ainsi que les petites branches. En 2013 par exemple, le service forestier des États-Unis s'est fait aider par 1400 caprins pour éclairer 40 hectares dans la forêt nationale du Cleveland. Ce travail des chèvres a aussi aidé à arrêter les flammes lors d'un incendie dans l'ouest de la ville de Sacramento en 2022. Utiliser la faune de cette manière devrait faire partie de la boîte à outils dans la lutte contre les incendies de forêt. Rappelons que les incendies en Californie sont devenus fréquents et intenses ainsi que destructeurs depuis des années et ceci avec le réchauffement climatique qui accentue les canicules et les sécheresses. La surpêche s'aggrave partout dans le monde et rend urgent le traité sur la haute mer. Les zones de pêche ont augmenté de 22,5% entre 2018 et 2022. L'ONG a lancé un appel aux pays à signer ce traité afin de protéger les terres et les océans. Reportage. Le 13 septembre dernier, le bateau de Greenpeace, l'Arctic Sunrise, s'est marré en Californie pour une conférence au cours de laquelle l'ONG a révélé un état des lieux de la surpêche dans le monde entier. Dans un rapport de Greenpeace, il en ressort que la surpêche dans les eaux internationales s'est accrue ces 5 dernières années. Selon le rapport qui compile les données d'un organisme capable de suivre les mouvements des bateaux, les heures de pêche en haute mer ont augmenté de 8,5% entre 2018 et 2022. Cette intensification est particulièrement prononcée dans les zones écologiquement sensibles identifiées par l'ONU comme potentiels futurs sanctuaires marins. La surpêche est un énorme problème, a déclaré à l'AFP Chris Thorne, chargé des questions océaniques chez Greenpeace. L'ONG souligne aussi que les dégâts causés au grand large par la pêche à la palangre, qui utilise des lignes munies des milliers d'hameçons, ont appâté sur des dizaines de kilomètres de long. Cette méthode destructrice capture de nombreux requins par erreur et certains n'y survivent pas. En 2022, la COP15 sur la biodiversité a adopté un objectif: protéger 30% des terres et océans de la planète d'ici à 2030. Pour atteindre cet objectif, il n'y a pas de temps à perdre, a insisté Chris Thorne auprès de l'AFP. Les menaces qui pèsent sur les océans s'aggravent. Les gouvernements doivent agir maintenant. Dans son rapport, Greenpeace appelle un maximum de pays à signer le traité tenu lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Adopté en juin dernier, cet accord historique a pour but de mieux protéger l'ensemble des océans. Il est aussi prévu une mesure phare: la création des aires protégées en haute mer dans les zones situées au-delà de 370 km des côtes. Pour entrer en vigueur avant la prochaine conférence de l'ONU sur les océans en 2025, le traité doit être signé puis ratifié par au moins 60 pays. Cela permettrait de réunir rapidement une conférence des parties habilitées à créer des sanctuaires marins. Les scientifiques et les ONG ont déjà identifié une dizaine de zones à protéger en haute mer. Ainsi s'achève cette randonnée de l'information. Merci pour votre aimable attention. Excellent week-end à tous.